Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moha Ratidanjakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 100 de la série Vida Vedan Shamitas. Aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 100. C'est l'épisode numéro 100. Ça fait 2 ans qu'on est en train de lire chaque semaine l'Ashtanga-hridayam. Cette semaine, elle a été en scène dans le travail. Donc, cette vidéo, elle est un petit peu en retard. Elle arrive en retard, mais elle arrive. Et c'est la numéro 100. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam, le volume numéro 3, le chapitre numéro 3, pardon. Et on va continuer à étudier les routines sur l'été, en fait. L'été, c'est une saison de l'année qui est assez compliquée. C'est un été qui est sec et chaud. Le moment de l'été, c'est le moment où on est le plus détruit, en fait, selon les samhitas. Et après, on a l'hiver. Et l'hiver, c'est quand on est un peu plus fort. Donc, le cheminement de l'être humain tout au long de l'année, c'est de s'encheminer du plus fort vers le plus faible et du plus faible vers le plus fort. Donc, l'été, c'est quand on est au plus faible. Et on est en train de cheminer vers la partie où on est un peu plus fort. Et donc, c'est la saison dans laquelle l'être humain il est un peu plus faible, c'est aussi la saison où du coup les samhitas ils vont donner un peu plus d'informations. On va continuer notre lecture avec les shlokas 34, 35, 36 et la première moitié de shloka 37. Je sais que ça ressemble à beaucoup de choses. Bon, en réalité, c'est beaucoup de choses. Mais comme il est en train de faire une liste de choses qu'on devrait faire pendant l'été, je pense que ça va pas être une vidéo si longue que comme si c'était une vidéo plus descriptive des principes généraux, etc. Donc les shlokas, ils disent ce qui suit. Donc il continue. Dans la lecture passée, on est allé jusqu'à la deuxième moitié du shloka 34, la première moitié du shloka 34, et là il va continuer. En vérité, la semaine dernière, j'ai fait une coupure au niveau des 2 shlokas qui ne devrait pas vraiment être coupée. Je l'ai fait pour une question d'espace. Je n'arriverai pas dans une vidéo d'aller du shloka 33 au 36 et début du shloka 37. Ça serait beaucoup trop. Donc j'ai décidé de faire au milieu. J'ai fait la coupure au milieu d'une phrase, donc au début d'une liste qu'il a commencé à faire et qui va maintenant élaborer encore un peu plus. Donc dans la lecture passée,
on a dit que la personne devrait se cacher des rayons solaires. Donc par exemple dans une forêt, vous pourriez par exemple vous cacher sous les nuages ou dans une forêt. Et maintenant, il va continuer à expliquer des possibilités pour se cacher de la chaleur ou éviter la chaleur pendant l'été. Sugandhi, c'est bonne odeur. Puis il parle de l'eau, il parle de fraîcheur. Donc il parle d'une boisson qui est rafraîchissante et qui a une bonne odeur. Puis il dit deux choses qui sont différentes et il n'y a pas vraiment comme séparer. Donc il parle de deux choses différentes. Ce mot talpé signifie le lit. Et le mot pania signifie une boisson. Donc il dit deux choses différentes. Une, c'est que vous devez boire une boisson qui est faite de chuta prapava, la fleur de la mangue. C'est quand la mangue elle est en train de sortir. La pousse de la mangue en fait. Donc la mangue qui est en train de sortir, qui a une bonne odeur, qui est rafraîchissante. Et donc vous faites une boisson avec ça et avec le fruit de ça. Donc ça c'est pas très pratique pour nous en Europe, aux États-Unis ou au Brésil. Mais c'est juste pour avoir une idée. Donc vous devriez faire un lit talpé. Et ce lit, il devrait être rempli d'une série de plantes. Kamala, Urtpala, c'est différents types de plantes différents. Donc le lotus, la petite pousse de lotus, le lyrium, la banane. Donc beaucoup de plantes et de fibres différentes qui sont douces. Elles doivent être organisées. Elles doivent être organisées de façon à faire un lit. Donc vous allez dormir dans un lit qui est organisé de cette façon, avec ces plantes-là. Ce sont des plantes qui sont rafraîchissantes. Ce qui est très intéressant ici dans les samhites, c'est qu'il démontre un type de réflexion qui aujourd'hui est très bizarre pour nous. C'est une façon de réflexion que tout affecte tout. Donc on va choisir une plante qui est rafraîchissante. Si elle est utilisée pour faire un lit, elle va faire un lit qui est plus rafraîchissant. Normalement, on n'a pas la tendance à penser comme ça. On pense un lit, c'est un lit. Si on veut que ça soit rafraîchissant, on met la clim ou le ventilateur. On ne va pas penser que le matériel qu'on va utiliser dans le lit va changer la sensation qu'on a quand on dort ou quand on s'allonge. La logique ayurvédique et la logique qui est montrée dans les samhites, c'est la logique que tout affecte tout. Donc si vous êtes chaud, vous devez utiliser des matériaux qui sont rafraîchissantes. Aujourd'hui, on est dans un niveau tellement grossier de connaissance et de contact avec la nature que tout ça, ça nous semble bizarre. Donc on se dit que la glace, par exemple, de l'eau avec de la glace, c'est rafraîchissant. Et là, on n'a pas la subtilité que certaines plantes vont être plus rafraîchissantes que d'autres. Là, il y a la qualité de la plante qui peut influencer dans la qualité de votre sommeil si vous utilisez cette plante pour faire votre lit. C'est fou, n'est-ce pas? L'idée ici, ce n'est pas que vous commencez à récolter des feuilles de bananier ou des choses comme ça. L'idée
transporter cette idée d'il y a 1500 ans en arrière à la modernité d'aujourd'hui, c'est de comprendre la façon de réfléchir, comprendre la réalité. C'est une façon très intelligente de voir la réalité. Puis il continue. Au milieu de la journée, les rayons du soleil sont très forts. Donc c'est la chaleur, la souffrance. Comme tout ça c'est très fort, vous devrez dormir. Diva swapna, dormir pendant la journée, c'est normalement complètement contre-indiqué en Ayurveda. Mais maintenant, à midi, quand il fait trop chaud, c'est pas si contre-indiqué que ça. Comme il fait trop chaud, vous devez faire un lit avec des feuilles qui sont très rafraîchissantes et vous devez dormir au milieu de la journée. Donc en fait, il vous donne au début des règles générales et après il vous donne un tas d'exceptions. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup dans l'étude de l'Ayurveda, comme elle est enseignée actuellement en Occident. On veut apprendre les règles et appliquer les règles, justement, seulement ça. Mais les Samhitas, plus vous vous approfondissez, plus vous comprenez qu'après les règles, il y a plein de détails et c'est très complexe en fait. Si vous allez étudier simplement le premier chapitre de l'Ashtanga Hridayam, vous allez avoir beaucoup de règles. Vous allez vouloir appliquer beaucoup de règles que après le propre Samhita va dire qu'il y a des exceptions et que c'est contre-indiqué dans certaines situations. Ah, mais là, ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Eh oui, mais médecine, c'est très compliqué. Peut-être que vous lisez le chapitre numéro 2, le chapitre de Dinacharya, et vous voulez déjà commencer à vouloir donner des cours aux gens pour leur donner plein de règles, qui sont les règles du chapitre numéro 2, dans le livre de 120 chapitres. C'est pas possible, n'est-ce pas? On a besoin de aller dans la profondeur de l'Ayurveda et de honorer la profondité de ces études. Vous devez avoir la conscience que l'étude est infinie et que la complexité est aussi infinie. C'est pas possible d'apprendre 2 règles dans le chapitre de Dinacharya et dans le chapitre 2 et appliquer ça pour tout. Donc ici, dans le chapitre 3, il va déjà contre-indiquer une règle qu'il a dit dans le chapitre 2, qui était de pas jamais dormir dans la journée. Et donc là, il dit, pendant l'été, vous devez dormir dans la journée. Donc, vous ne devez pas dormir dans la journée, sauf si c'est pendant l'été à midi. Parce que vous devez vous rafraîchir. Et le sommeil est un facteur qui aide à rafraîchir. Daragruhe, c'est se baigner. Donc, en plus de se dormir pendant la journée, vous pouvez vous doucher, vous mouiller d'une façon très spéciale. Atava signifie que vous allez dormir pendant la journée et en plus vous allez faire autre chose. Pusta, c'est quelque chose qui est fait de boue. Et c'est quoi? C'est comme si c'est une statue faite de boue qui représente une femme. Il y a des seins, des mains, une bouche. Donc c'est une statue d'une femme que les seins, les mains et la bouche Pravruta, ça commence à faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Varini. Elle laisse elle libère une eau de vétiver. C'est une plante.
Donc il donne beaucoup de recommandations de rester dans la forêt, faire un lit spécial de fleurs, boire un mélange de fruits de mangue, de la petite pousse de la mangue. Et en plus de ça, vous devez regarder à partir d'une statue de femme où les seins, les mains et la bouche émettent de l'eau de vétiver. C'est fou, n'est-ce pas? Ça, si c'est le roi de l'Inde, bien sûr qu'il va faire ça. Il va avoir un lac ou dans la Rome ancienne ou en Grèce. Il y a toujours ces enfants qui sont en train de faire d'uriner, etc. Donc c'est sûr que là, les textes ils disent des choses bizarres, mais en Grèce et en Rome, on voyait des enfants qui dans les fontaines qui sont en train d'uriner. C'est bizarre aussi. Donc chacun va se baigner avec l'eau qu'il pense qui est meilleure. Donc ici, dans le Samhite, il dit que le roi, parce que les Samhites ils sont tournés vers les royaumes et les classes sociales qui sont très élevées. C'est pas les personnes communes comme moi qui vont avoir une statue d'une femme où l'eau elle va sortir de la bouche, des mains et des seins. Et en plus cette eau qui est médicalisée avec du vétiver, vous allez vous baigner avec cette eau. Donc c'est assez complexe, c'est assez bien écrit. Donc le vétiver c'est une eau qui est c'est une plante qui est très rafraîchissante. Donc faire un bain très spécifique. Là, les Samhites, ils suggèrent de faire ce bain très spécifique pour vous rafraîchir pendant l'été, d'une façon très, très bizarre. Donc, encore une fois, on voit le machisme. On va mettre encore une fois la femme, etc. Et on n'aime pas forcément ça. Donc, moi, je traduis simplement ce qui est dans les Samhites. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté machiste. Le plus important ici, pour moi, c'est qu'il y a ce vétiver qui est très rafraîchissant dans l'eau et que vous puissiez vous baigner pendant l'été. Donc ça, c'était les shlokas que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Ça a été une lecture un peu plus rapide, mais c'est parce qu'il fait des listes, tout simplement. Donc on a lu les shlokas 34, 35 et 36. Et maintenant, on va faire notre minute de sanskrit. Et donc, on va voir ce Samastapada, controverse. Dites-le 3 fois pour voir si vous arrivez. J'ai pris un Samastapana bien grand. Samastapada, c'est l'union de différents mots sans altération de ces mots. Mais là, il y a un sandhi, une liaison. Ah, il n'y a plus de lumière. Il va revenir. Il va revenu. Il n'y a plus de lumière à nouveau. Donc c'est un peu complexe. Je voudrais vous parler aujourd'hui de sandhi.
D'abord, je mets ce mot parce qu'il est géant. Donc, vous pouvez revoir plusieurs voyelles, plusieurs consonantes, etc. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est pas un mot, mais plusieurs mots. Pusta, c'est un mot, signifie fait debout. Stri signifie femme. C'est très compliqué. C'est très important que vous sachiez ce mot, stri. Stan, c'est un mot très important, signifie les seins. Hasta signifie les mains. Et hasya, c'est la bouche. Ce sont des mots anatomiques, donc c'est fondamental que vous le sachiez. Si vous voulez faire les études plus approfondies d'Ayurveda, c'est essentiel de savoir ce genre de mots. En plus de réviser l'alphabet de sanskrit, c'est important d'avoir du vocabulaire. Et je vais aller ça un petit peu au-delà encore aujourd'hui. Si c'est un peu trop complexe pour vous, ne vous inquiétez pas, on va encore parler de sandhi dans le détail dans le futur. Le sandhi d'aujourd'hui, c'est le premier sandhi, c'est la chose la plus basique que vous devez savoir. Quand vous mélangez un E court avec un autre E court, ça devient A long. Quand vous mélangez un E court avec un A long, il se transforme dans un A long. Donc E court avec un E court, ça devient A long. Et un E court avec un A long devient A long aussi. Le mot hasta finit avec un E court. Le mot asya, elle commence avec A long. Quand vous mélangez les deux mots, un mot qui finit avec un A court et un autre mot qui commence avec un A long, vous devez mélanger ces deux A. Parce que quand vous allez prononcer les deux, vous allez prononcer avec un A long. Pourquoi? Parce que vous mélangez le E court avec le A long. E court et A long, ça fait A long. Si c'est trop compliqué, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ignorer. Si vous voulez vous approfondir dès maintenant, ça c'est une procédure qu'on appelle le sandhi. Mélanger deux voyelles. Je ne vais pas vous parler du nom du sandhi, quels sont les différents sandhis. On va parler de tout ça dans le prochain chapitre. On va rentrer plus dans les détails dans le sanskrit. Maintenant, c'est juste des petites introductions, si vous êtes curieux et que vous voulez vous approfondir. Si vous joignez deux mots et que dans ces deux mots, il y a une rencontre entre deux voyelles, si cette rencontre est entre un E court et un A long, entre deux E courts, cette rencontre va générer un A long. Si c'est très compliqué, ne vous inquiétez pas, on va parler de ça avec beaucoup plus en détail dans le futur. Ça, c'est les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça, c'était notre minute de sanskrit. Et si vous avez des questions, vous pouvez les amener dans notre prochaine rencontre ou tout simplement les mettre dans les commentaires. Maintenant, je mets toujours dans les crédits les personnes qui sont en train de nous aider pour vous remercier. Donc, je mets tous les mots ici des gens qui nous aident. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans le prochain mercredi.